Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Ce soir, c'est une conférence un peu originale, puisqu'elle est consacrée, comme vous le savez, à Charles de Foucault, qui vient d'être canonisé le dimanche 15 mai. Et je voudrais vous présenter deux personnes qui ont joué, deux amis de la Société de géographie, qui ont joué un rôle vis-à-vis de Charles de Foucault. Je voudrais tout d'abord présenter M. Serge Leroy, ici présent. Et ensuite, je vous présenterai M. Jean-François de Marion. Alors, je vais être rapide, Serge. Voici quelques mots. Vous rentrez de Rome, vous avez assisté à la cérémonie de canonisation et vous avez fourni quelques images dont on a extrait celle-ci. Si on regarde votre passé, cher monsieur, il est extrêmement riche. Vous avez une vie passionnante, quoique difficile. Dans votre jeunesse, vous avez connu l'exode à l'âge de 13 ans et le décès prématuré de votre chère maman en 49. Mais à ce moment-là, votre papa vous a coupé les livres et vous avez dû arrêter vos études pour subvenir à vos besoins. Mais votre esprit dynamique et positif, et votre esprit, si je fais comme ça, c'est mieux comme ça, et votre esprit dynamique et positif vous amène à créer ultérieurement une entreprise de machines d'emballage qui perdure et innove toujours. Vous entreprenez d'écrire cette vie riche dans un ouvrage intitulé « Le bonheur est à notre portée au quotidien », plein d'optimisme, et vous l'avez écrit pour les vôtres. Mais pour moi, votre livre est avant tout une grande leçon d'optimisme et d'encouragement pour tous ceux qui ont connu ou qui connaissent encore aujourd'hui les difficultés dans le début de la vie. Il ne faut jamais baisser les bras, mais toujours persévérer. Cher monsieur, merci de votre présence. Et j'ai la joie d'accueillir notre conférencier, Jean-François de Marignan. Notre conférencier, comme vous le savez, va nous entretenir maintenant de Charles de Foucault, qui a commencé à se passionner pour ce personnage et le Maroc dès son plus jeune âge à travers une bande dessinée. Dès lors, il n'a qu'un rêve, découvrir le Maroc, et son rêve va se réaliser. Après un master en histoire du monde arabe contemporain à la Sorbonne, obtenu avec une mention très bien, et un an d'enseignement au Liban, il décide en 2018 de réaliser son rêve. Ce rêve, c'est quoi? C'est marcher dans les pas de Charles de Foucault au Maroc. Marche soutenue d'ailleurs par la Société de géographie. Son voyage dure 5 mois et demi, à pied le plus souvent. Et pour seul guide, la reconnaissance au Maroc, écrite par Charles de Foucault. Au cours de cette traversée, il a bénéficié de la générosité de l'hospitalisation et de l'hospitalité du peuple marocain. Cette aventure sera relatée prochainement dans un ouvrage qui sera publié en septembre, si je ne m'abuse, et peut-être aussi participera-t-il à un ouvrage d'un ami photographe qui a énormément voyagé à travers le Maroc, et il fera des commentaires de photos, probablement. Pour l'instant, c'est un projet. Voilà. Donc, je vous laisse en compagnie de notre conférencier qui va évoquer l'aventure marocaine de Charles de Foucault, associant son sens de l'observation géographique et une réflexion spirituelle. C'est à vous. Eh ben merci beaucoup. Et puis merci aussi à vous, Monsieur Roy, d'avoir été présent. Je n'y étais pas à la canonisation. Et c'est vrai que le sujet, là, il est dans le vif de l'actualité et il nous fait rentrer d'emblée dans l'intérêt aussi de l'étude de Foucault au Maroc, parce que ce qu'on vit ce soir, c'est aussi un peu étrange. Il y a quelque chose qui avait été relevé par Madame Bénédicte Durand, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir, et qui est l'auteur d'un livre sur Charles de Foucault, Charles de Foucault, explorateur malgré lui.
et qui étudie Foucault comme géographe et comme scientifique en général. Et c'est un ouvrage, malheureusement, c'est assez rare sur Foucault, qui est développé cet aspect-là de Foucault. Et Bénédicte Durand, dans son introduction, relève que pendant très longtemps, le procès de canonisation de Charles de Foucault a beaucoup desservi la figure de Foucault comme géographe, comme explorateur, comme scientifique. Voilà. Et on peut dire que la réciproque est vraie et que longtemps, le fait à une certaine époque d'avoir valorisé Foucault comme géographe, comme explorateur, a beaucoup desservi l'avancée de son procès de canonisation. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut bien faire quelques jours après la canonisation de Charles de Foucault à la Société de géographie? C'est un peu paradoxal, parce qu'on va vouloir essayer de tenir les deux en même temps. Voilà. Donc autant dire qu'entre ces deux mouvements contradictoires, il y a une situation étrange un peu ce soir où Foucault est célébré depuis quelques jours comme saint et comme une figure incontournable, une figure spirituelle incontournable du XXe siècle. Et voilà qu'on va aussi en parler comme géographe. Moi, c'est quelque chose donc, que j'ai aussi vécu quand il y a 4 ans, j'ai pu marcher au Maroc, où quand j'avais à dire ma démarche, je me présentais tantôt comme pèlerin et tantôt comme géographe aussi, comme quelqu'un qui marchait dans les pas de Foucault. En fait, ça dépendait qui me posait la question, quoi. Voilà. Ça dépendait de l'interlocuteur. Mais ce soir, on va essayer de tenir les deux démarches en même temps. Alors peut-être parce que ça n'a pas été redit, ça ne sera pas une répétition de ce que j'ai vécu évidemment au Maroc et je ne parlerai pas de ça, mais pour resituer un peu l'aventure de Charles de Foucault, le périple qu'il a vécu au Maroc, il est parti à 24 ans, en 1883. À cette époque, je pense que vous le savez pour la plupart, Foucault n'avait pas la foi depuis pas mal d'années. Il avait démissionné de l'armée un an plus tôt, avait préparé pendant 1 an son voyage en Algérie. Au retour de son voyage au Maroc qui dure 1 an, Charles de Foucault est à Paris et va rédiger la reconnaissance au Maroc, voilà, qui prendra au moins 3 bonnes années, avec des cartes, le récit et les dossiers de ses renseignements. Il n'y a plus aucun, aujourd'hui dans les biographies récentes de Charles de Foucault, il n'y a plus aucun biographe qui se contente de parler de la conversion de Charles de Foucault comme celle qui est survenue un matin d'octobre 1886 à l'église Saint-Augustin. Mais tout le monde, notamment la plus récente de M. Sourisseau, parle d'un mouvement qui est beaucoup plus long et le Maroc prend toute sa place dedans. Et donc c'est cette même expérience au Maroc qui conduit Foucault aussi à produire d'importants travaux de géographe. Donc on voit bien qu'il y a les deux aspects qui sont tenus dans l'expérience au Maroc. Et c'est ce que je vous propose comme problématique un peu ce soir, de voir comment le Maroc, qui est une expérience fondatrice au début de la vie de Charles de Foucault, fait tenir ces deux Foucault en même temps. Et c'est un enjeu de taille, parce que ça permet de voir aussi quelles vont être les constantes dans la vie de Foucault et d'aborder le Maroc comme une matrice dans plein d'éléments de la vie de Foucault. Voilà. En tout cas, de l'aborder comme un élément clé au début de sa vie. Pour commencer, il y a besoin d'un petit rappel historiographique. Je vous propose juste de faire un petit survol de l'historiographie de Foucault, parce qu'on est souvent un peu victime de ces images de Foucault qui se sont superposées. Alors j'ai mis une collection d'ouvrages sur Foucault. Il y en a plus de 150 qui traitent de Foucault directement ou indirectement. Et c'est pas inintéressant parce qu'on oublie parfois que Foucault est devenu célèbre, est devenu quelqu'un de reconnu à partir d'un livre d'abord. Et ce livre, c'est celui de René Bazin, qui est sorti en 1921 et qui a été un best-seller à l'époque et qui a fait connaître Foucault. Donc c'est par un livre déjà que Foucault est rapidement connu. Et en venant en train là tout à l'heure, je me suis fait la remarque que dans le titre de l'ouvrage de Bazin, Charles de Foucault, explorateur au Maroc, ermite au Sahara, il y avait le seul titre de toute l'historiographie de Foucault qui arrivait à tenir ces deux fameuses figures ensemble. Voilà. Charles de Foucault, explorateur, donc géographe, et à la fois la figure spirituelle. Il n'y a plus un seul titre depuis qui tenait les deux à la fois. Donc c'est pas inintéressant à soulever.
Et ce n'est pas un hasard si René Bazin met les deux dans le titre de son ouvrage. Quand René Bazin publie la biographie de Foucault, à cette époque-là, Foucault, quand on parle de lui, il est encore reconnu d'abord comme explorateur au Maroc. D'abord pour ce qu'il a fait comme géographe à la Société de géographie, qu'il avait fait connaître aussi. Le seul livre que Foucault a publié, c'est La reconnaissance au Maroc, de son vivant. Et à partir de là, dans les années 30, d'autres biographes, dont Georges Gorée, qui publie plusieurs livres sur Foucault, Bouteloup et jusqu'à Pierre Nord dans les années 50, vont également parler du Maroc, mais vont le faire tenir dans une période où c'est l'époque du protectorat français sur le Maroc, et vont vouloir faire tenir ces deux figures à travers celle d'un saint colonial, c'est le marabout blanc au service de la France dans l'Afrique du Nord. Et Georges Gorée notamment va aller chercher le témoignage de militaires, notamment au Maroc, quitte un peu à forcer les traits pour montrer, pour bien prouver que Foucault s'est mis aussi au service de la France et que son travail, au Maroc notamment, a servi la construction du protectorat français là-bas. Donc il faut regarder tout ça aussi en face. Et on va voir, en fait, c'est assez ironique comment en fait, tout ce travail-là, fait dans les années 30 notamment, va en fait desservir le procès de canonisation de Foucault quelques années plus tard. Et ce procès donc, est d'ailleurs mis en arrêt en 1956 au moment de la guerre d'Algérie, précisément parce qu'il est trop gênant et précisément parce que l'implication ou la figure de Foucault comme imbriquée à l'œuvre coloniale de la France est trop rentrée dans l'esprit des gens. Et les biographes qui vont suivre dans les années 60, donc évidemment Jean-François Six, mais aussi ce qu'a pu faire Louis Massignon, vont un peu décolonialiser l'image de Foucault. Et ce qui fait que l'essentiel des biographies qui vont suivre font beaucoup plus la place au Foucault spirituel, au Foucault prêtre, et en partant dès sa jeunesse. Voilà. Et c'est arrivé à un tel point que la dernière biographie là, de Jean-François Six, qui s'intitule Charles le Libéré, Foucault rendu à lui-même, je crois, qui est paru en 2016, sur 200 pages, ne consacre qu'une seule page à la reconnaissance au Maroc, et à cette année que Foucault a passé au Maroc, mais aussi à l'année qu'il a passée avant à la préparer, les 3 années qui ont suivi de travail dessus, alors qu'elles sont fondatrices. Donc on en arrive à un constat assez délirant, si je peux me permettre, voilà, d'oubli de cette partie-là de la vie de Foucault. Il y a quand même eu d'autres livres, et il y a notamment celui de Dominique Casajus et celui de Bénédicte Durand, qui vont mettre en valeur Foucault comme scientifique, et on va voir, et on va le voir encore aujourd'hui, et j'avais pu en parler aussi il y a 3 ans quand j'étais revenu du Maroc, où j'avais expliqué la démarche de Foucault et la mienne, que en fait, l'œuvre de Foucault au Maroc, finalement, est très peu liée ou très distante de ce qui va suivre avec le protectorat au Maroc. Voilà. Donc pourquoi le Maroc nous aide à tenir les deux Foucault ensemble ? Ça demande d'interroger d'abord la démarche de Foucault, comment il va le préparer. Donc, c'est simplement un rappel aussi, parce que je pense qu'on l'a tous en tête, cette année de préparation. J'ai mis une photo d'Oscar McCarthy, c'est le directeur de la bibliothèque d'Alger, qui va longtemps le préparer et qui va le préparer scientifiquement. Donc, Foucault va être préparé au niveau de la topographie, sur les langues aussi. Il va apprendre des cours d'hébreu, des cours d'arabe pour préparer ce voyage. C'est aussi une année où Foucault ne va pas forcément se préparer pour se révéler au niveau intellectuel, mais il est à l'écoute de ses désirs. Et il y a une citation qui est souvent reprise de Foucault qui dit qu'il préfère passer sa jeunesse en voyageant plutôt que s'ennuyer dans la vie de garnison en Algérie. Et donc Foucault aussi a 23 ans, donc à ce moment-là, et à un moment de sa vie où il va vouloir réaliser quelque chose qui lui vient du fond du cœur. Voilà. On sait qu'il a été porté à l'école militaire de Saint-Cyr par son grand-père, que ce n'était pas du tout son désir, qu'il voulait être marin. Et là, pour la première fois, il y a aussi, dès le début, dans l'intention de partir au Maroc, quelque chose de profond de Foucault, qui vient de son intention à lui. Et j'ai relevé une expression étrange de Foucault quand il est parti au Maroc, donc il part en juin 1883,
Et seulement 3 jours après son départ, quand il est à Tétouan, après 2 jours de marche dans le Rif, il écrit à Oscar McCarthy dans un télégramme « Je suis venu au Maroc pour trouver la vérité de la géographie marocaine ». Voilà, la vérité de la géographie marocaine. Je trouve l'expression un peu étrange. Il y a comme un mélange des genres de vouloir trouver la vérité quand on parle de géographie. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Là encore, on voit que les enjeux de Foucault sont pluriels. Et Foucault donc, élabore un itinéraire. Alors j'ai mis en grand la carte qui a été proposée par Jacques Gandini et Coletta dans un livre récent sur Foucault au Maroc. Bon, elle est simplement intéressante parce qu'elle met en valeur les villes aujourd'hui du Maroc, les grandes villes que Foucault a traversées. Et Foucault fait l'ébauche d'un itinéraire assez général au Maroc. On va voir qu'en fait, il va très très peu s'y tenir. Et voilà, Foucault partait pour 6 mois et en fait, il partira pour beaucoup plus longtemps. Et il est préparé à 5 types de travaux. Donc il y a le récit. Est-ce que vous voyez ma souris? Donc, bon, là, sur la partie de gauche pour vous. Le récit proprement dit. Donc, où Foucault va raconter au fil des jours les villages qu'il traverse, les ouades qu'il va remonter, les cols qu'il va traverser. C'est moi ce qui m'a servi comme guide, en tout cas au quotidien. Et toute une partie de renseignements où il va détailler les tribus, leur lieu de vie et toutes les subdivisions de chaque tribu. Voilà, c'est un travail gigantesque aussi parce qu'il va détailler pas uniquement les tribus qu'il traverse, et on voit qu'il va partout demander des renseignements sur les tribus voisines et qu'à la fin il va recouper tous les renseignements pour faire quelque chose de fiable. Et toute une partie d'observation météorologique et astronomique qui est importante aussi. Une 5e partie qui concerne un 5e type de travail, ce sont ses croquis, ses dessins. Donc, dont j'ai mis un là qui est un des plus développés, une des gravures qui figure dans la première édition de la Reconnaissance au Maroc, et toute une partie de cartes, donc tous les tronçons que Foucault a réalisés au Maroc. Voilà. Ce sont des cartes qui ressemblent à ces croquis topographiques auxquels on les prépare à l'armée, donc qui détaillent ce qu'il lui voit de part et d'autre de son chemin, et donc qui ne donne pas une vue d'ensemble du Maroc. Foucault allait vraiment vers l'inconnu à ce moment-là. La démarche de Foucault est marquée dès le début par la contrainte et elle est choisie. Il est le premier Européen à vouloir marcher au Maroc en ne prenant pas le déguisement de musulman parce que les expériences précédentes avaient été pas forcément très réussies et parce qu'il est conseillé encore une fois par Oscar McCarthy qui est de bons conseils. Et donc il va prendre un habit juif pour aller au Maroc. Voilà, je ne vais pas revenir sur le fait que l'habit juif, ce n'est pas lié c'est pas un pastiche pour un espion. Voilà, maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que Foucault n'est pas espion au Maroc. S'il prend un déguisement, c'est parce qu'il n'a pas d'autre choix. S'il avait pu le faire au grand jour, il l'aurait fait au grand jour. Donc il prend l'habit juif pour réaliser ce voyage au Maroc. Et ce qu'il ne sait pas trop encore, c'est que cet habit juif va le rendre vulnérable et va lui faire adopter la condition juive au Maroc. Et va le conduire à un certain nombre d'expériences qui vont changer la teneur de son expérience au Maroc. Voilà. C'est celle de la vulnérabilité comme expérience d'abord, de la condition juive au Maroc. Là, pareil, beaucoup d'historiens maintenant remettent les points sur les i sur ce qu'a été la condition juive au Maroc et Foucault est d'ailleurs une des sources les plus utilisées pour rétablir cette vérité-là. Et donc, dès le début, Foucault raconte comment à Chaouenne, il est insulté parce que juif. Il raconte les jets de pierre que subissent les membres de la communauté juive de Chaouenne dans le Rif. Il est objet d'extorsion d'argent par ses protecteurs et puis par des taxes à chaque passage de territoire tribal. Les juifs sont taxés comme les bêtes de somme. Donc, pour chaque dromadaire, chaque juif, chaque mule, il y a une taxe qui est prélevée. Et il manque aussi 3 ou 4 fois d'être assassiné au cours de ce voyage au Maroc, donc à des moments différents, quand il est dans l'Anti-Atlas, quand il est dans le Moyen Atlas, dans la vallée de l'Oued Abid à 2 reprises, et puis une dernière fois quand il remonte au niveau de Debdou, où là pareil, il manque d'être assassiné de peu. L'autre conséquence de cet habit juif, c'est une vision partielle ou une vision limitée des régions qu'il va traverser, parce qu'il n'a pas accès aux sources d'information les plus
les plus reconnus ou les plus efficaces pour connaître ces régions. Voilà. Sa condition de juif l'ouvre à un réseau assez limité et donc limite la découverte du Maroc de ce point de vue-là. Il y a notamment à ce moment-là, quand il est à Fès, le Ramadan. Donc c'est le Ramadan qui survient quand il est arrivé à la ville de Fès. Et donc il est empêché, parce qu'il ne trouve pas un protecteur capable de l'escorter à ce moment-là, de continuer son chemin. Et c'est à ce moment-là, quand il a fait, qu'il envisage l'excursion vers Taza, donc qui est une ville stratégique au Maroc, et voilà, qui fait que longtemps on lui a reproché d'avoir été dans cette ville pour servir la colonisation. Foucault n'avait absolument pas l'intention d'y aller. Il le dit clairement, il dit c'est parce que le mois de Ramadan survient qu'il décide d'occuper ce temps pour faire des petites excursions autour de Fès. Et ça, c'est lié à sa condition juive. Voilà. Ne pouvant pas trouver un protecteur musulman en mesure d'escorter un juif en temps de Ramadan, Foucault va aller à Fès et à Srou. Voilà. Donc le fameux couloir de Taza, qui est la porte d'entrée du Maroc utile, donc même les souverains actuels du Maroc qui viennent du Tafilalet sont passés par Taza pour prendre tout ce qu'on appelle le Maroc utile, en fait est quelque chose qui n'était pas prévu dans la reconnaissance au Maroc. Un autre exemple de moment où l'itinéraire est détourné, c'est quand Foucault se trouve à Mrimima. Donc là, je vous mets un extrait de sa carte où on voit le Djebel Bani, donc la bande... on voit l'écume rocheuse, c'est une lame de roche qui est au sud de l'Anti-Atlas. Et on voit l'oasis de Tissint, et un peu plus au sud de Mrimima. Et Foucault est amené à un certain nombre d'allers-retours dans le Djebel Bani, parce que, étant juif, il est retenu prisonnier à Mrimima, il doit retrouver de l'argent, il doit repartir à Mogador, et donc il va faire tout un tas d'allers-retours dans la région, encore une fois, du fait de sa condition de juif, qu'il a exposé à perdre tout son argent pour poursuivre son voyage. Et je prends un dernier exemple qui montre comment cette condition vulnérable change la démarche de Foucault au Maroc. C'est dans le Djebel Tifernine, quand Foucault se trouve à Taznart, une guerre éclate. Là, pareil, parce qu'il n'est pas juif, il ne peut pas s'assurer un protecteur suffisant, parce qu'il n'est pas musulman, pardon, un bon protecteur pour prendre la route du Mesgita et rejoindre Tessawant, et donc toute la vallée de l'Ouadra. Foucault, on le voit là, c'est la partie en rouge, est obligé de faire un détour par le Djebel Tifernine, un détour beaucoup plus long. Moi, la route du Mesgita, pareil, aurait pris une journée à peu près, et ça m'a pris 3 jours de marche pour arriver au même lieu, par des zones qui aujourd'hui, quand on les parcourt d'ailleurs, sont toujours très peu développées au Maroc. Ce sont que des pistes et des hameaux qui ne sont pas reliés entre eux. Voilà, donc on a là en fait une démarche assez originale qui d'ailleurs est intéressante, je trouve, en géographie aujourd'hui, qui est de découvrir et dire la géographie d'un pays en étant dépendant des circonstances et des dynamiques inhérentes à un espace, avec la séguerre, la condition du voyageur, et il est porté par ça aussi, et la géographie du Maroc qu'il nous livre est dépendante de cela. Et maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est la fécondité de cette démarche pour comprendre le Maroc. Donc, il résulte de cette dépendance à l'actualité politique du pays, donc les événements, les guerres, les nombreuses guerres qui changent son itinéraire, et de cette soumission aux aléas du moment et de ses protecteurs. C'est une approche empirique de la géographie marocaine, et donc une façon de comprendre le pays selon son fonctionnement propre, et ce qu'il organise son espace. Et donc concrètement, aujourd'hui, si nous avons des cartes de Foucault, de Mrimima, de Taza, de toute la côte qu'il a rejoint à cause de ce long détour, c'est parce que Foucault avait cette condition de juif. Et donc ce constat tord le cou à une vision de la reconnaissance au Maroc comme un itinéraire théorique qui a été plaqué, prémédité sur le Maroc, et qui le réduisait à une division entre le Bilad El Marzen, qu'on voit en bleu, et le Bilad El Siba, qui est la région en blanc, que tous les historiens ont largement retenu, parce qu'il était une simplification aussi facile pour comprendre le Maroc.
Et donc là, j'ai fait une carte de cette division à partir de ce que dit Foucault. En réalité, quand on la regarde avec d'autres voyageurs, ça ne se recoupe pas forcément. Et en fait, Foucault, voilà, cette carte, on ne va pas forcément la retenir, parce que Foucault n'arrête pas de dire que cette division est assez peu validée. Voilà. Le bilad el-Marzen, donc l'administration, littéralement le bureau en arabe, n'est pas forcément mieux tenu par le sultan que le reste du pays. On n'est pas forcément plus en sécurité dans les zones qu'on voit en bleu que dans les zones en blanc. Les juifs ne sont pas mieux traités forcément dans les zones en bleu que dans les zones en blanc. Et les pouvoirs des tribus, pareil, ne sont pas forcément mieux... les tribus ne sont pas forcément plus indépendantes dans les zones en blanc. Et pareil pour la division berbère-arabe. Au Maroc, les nomades sont des Arabes, la plupart du temps sont des tribus arabes, comme le rappelle Foucault. En fait, il y en a aussi dans les zones en bleu et dans les zones en blanc. Bon, enfin voilà, c'est vraiment trop simpliste pour le retenir. Et donc la géographie la démarche de géographe de Foucault, là c'est simplement une observation que je me fais. Quand on lit son récit, j'imagine que beaucoup d'entre nous, on l'a eu entre les mains. Il nous livre des observations psychologiques sur le caractère des Arabes ou des Berbères. Il montre que en fait, tout n'est pas une question de race sur les Juifs. Il montre que tout ça, dans les mentalités de l'époque, c'est assez novateur de dire qu'en fait, ça ne se réduit pas à ça. Et il fait des observations sur la faune, sur la flore, sur les costumes, sur les coiffures, et donc des observations sociologiques aussi sur les éléments physiques. Et il en étudie l'interaction et les combinaisons. Voilà. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans les enseignements, quelques années plus tard, de Paul Vidal de Lablache à la Sorbonne. Et là, il y a une démarche assez nouvelle, voilà. Précisément parce que Foucault est forcé à cette démarche. Voilà, en fait, il est forcé, étant juif, dans les caravanes, de ne dire que ce qu'il voit autour de lui. Voilà. Et il n'a pas accès à d'autres sources d'informations. Pour prendre aussi un exemple de cette fécondité de la démarche de Foucault, je propose un angle d'étude, il y en a plein. Il y a 3 ans, quand j'étais rentré du Maroc, j'avais en plus parlé de l'hydrographie. Et là, je propose quelque chose sur la distinction des chaînes de l'Atlas par Foucault. Et donc là, on voit au nord le Djebel Rif, on voit un petit massif montagneux qui est le Moyen Atlas, le Haut Atlas en dessous et l'Anti-Atlas donc tout au sud. Et donc, pour comprendre comment Foucault va aborder l'Atlas, on l'a vu dans ses cartes, je vous en montre une à nouveau, une du Haut Atlas. Il faut s'imaginer voilà, l'image de quelqu'un qui marche dans la nuit avec une lampe de torche et qui jette un regard à gauche, un regard à droite, et qui dit ce qu'il voit. Et il ne voit pas plus loin, en fait. On le voit très bien, ça suit son itinéraire. Et donc Foucault fait des hypothèses, il se trompe pas mal, sur les chaînes de l'Atlas. Pour le Haut Atlas, par exemple, il en situe le sommet dans le massif du Djebel Ayashi, qui est en fait qui n'est pas du tout le sommet de l'Atlas. Le sommet de l'Atlas, donc c'est le Ptoukal qui est à 300 km de là. Et donc là, c'est une supposition qu'il fait voilà, sur le début, la fin de la chaîne. Foucault montre que quand il part, il a comme seule source pour distinguer les atlas Ptolémée. Je le vois inscrit là dans les médaillons de la salle. C'est dire à quel point il va vers l'inconnu. Voilà, il dit Ptolémée distingue vaguement à l'époque on disait un grand et un petit atlas, les deux qu'on voyait depuis la côte en fait, donc que les Grecs apercevaient depuis la côte. Et en fait on ignorait l'existence du Moyen Atlas. On savait qu'il y avait un massif montagneux donc au sud de Fès et qui remontait vers le Djebel Riata, mais on n'en connaissait pas le nom. Et donc il dit à un moment, donc, il y a nécessité à donner à ces chaînes des appellations tirées de notre langue. Aucune d'elles n'en possède dans le pays. Donc il montre comment, voilà, en étant au contact de ce Maroc, les Marocains eux-mêmes n'ont pas donné de nom à ces chaînes de montagnes. Ils ont donné des noms partiels à ces montagnes. Donc à un moment, il traverse la partie du Glaoui, et puis quand il repart par le Haut Atlas, il passe par l'Adrar Nderen. Et donc là, ce soir, j'ai un scoop à annoncer parce que voilà, Bénédicte Durand pourra le confirmer, mais c'était quelque chose qui n'était pour l'instant pas affirmé.
Foucault, en fait, quand il est amené à distinguer les trois chaînes de l'Atlas, il remarque donc le grand, qui commence à être bien identifié, il en dit le début, il en dit la fin, puisque son chemin de retour passe par le Tizi de Tasgert, si je ne me trompe pas, donc quand il revient par la Moulouya. Et donc il en situe à peu près les débuts et la fin, mais pour le Moyen Atlas, c'est la confusion la plus complète. Donc là, je vous mets une photo où, quand je marchais au Maroc, je l'ai vu pour la première fois sur la plaine du Tadla, donc en allant vers le sud. En fait, Foucault est l'inventeur de l'expression Moyen Atlas. Il le dit à défaut de nom à ces montagnes-là, comme elles sont plus petites que le Haut Atlas et que le Grand et plus haute que le Petit, on parlera de Moyen Atlas. Voilà. Et ça a été retenu plus tard dans l'histoire universelle de la géographie par Élisée Reclus, l'expression de Moyen Atlas. Et donc cette absence de nom, j'en ai fait moi aussi l'expérience. Donc quand je marchais dans l'Ouadabid, dans le Moyen Atlas, où les gens ne donnaient pas de nom, et même le nom arabe Atlas al-Mutawassat de la chaîne, les gens ne l'avaient pas. Et même le nom berbère, enfin ça ne disait rien aux gens en tout cas. Donc ma supposition, c'est que même les noms en tachelite et en arabe donnés à l'Atlas, et au Moyen Atlas en particulier, l'ont été a posteriori par les Français eux-mêmes. Voilà. Bon, ça c'est mes suppositions à moi. Voilà. Donc je cite le moment où Foucault parle de ça. La troisième chaîne de l'Atlas, ne commençant que loin dans l'intérieur, a dû... non, ça c'est moi qui l'ai dit. La troisième chaîne, ne commençant que loin dans l'intérieur, a dû lui être inconnue. Elle est située au nord du Grand Atlas, moins élevée que ce dernier. Elle est plus haute que le Petit. Nous l'appellerons Moyen Atlas, nous correspondant à sa hauteur. Et plus tard, donc pour l'anti-Atlas, Foucault fait la même erreur quant au sommet. Et donc, j'ajoute, pour l'anti-Atlas, donc je vais pas, c'est à peu près les mêmes hypothèses que Foucault formule quand il traverse l'anti-Atlas. Il désigne un sommet, et il essaie de désigner une limite. On voit que pour les connaisseurs du Maroc, le Djebel Siroua est un cas inclassable qui relie le Haut-Atlas à l'anti-Atlas. Et donc lui n'est pas capable, avec ses capacités, ses connaissances en géologie, de le distinguer comme un massif volcanique et tout ça. Pareil pour le Djebel Sarro, pareil pour le Djebel Riata, pour le plateau d'Oulmes. Il est un peu démuni. Voilà. Et j'ai moi-même, quand je marchais, alors je partais vraiment sans trop de préparation, en arrivant dans le plateau d'Oulmes, je croyais arriver dans le Moyen Atlas. Donc j'ai publié sur Facebook, je suis arrivé dans le Moyen Atlas, c'était pas du tout... il y a encore tout le Tadla à traverser, évidemment. Donc il y a cette conviction chez Foucault, quand il traverse les chaînes de montagne, que le Maroc est un pays de montagne. Voilà. Ce qui n'était pas une évidence à ce moment-là. Et donc il parle des Berbères comme des sédentaires, ce qui est aussi pas acquis au moment où il le dit. Et donc il va détailler toute l'organisation aussi de ces Berbères. Il parle de ces fameux greniers Agadir qu'il rencontre. Et toutes ces chaînes de montagnes, il les vit donc en partant du nord comme des étapes avant le désert. Et donc il les situe comme si c'était ça apparaît dans le récit comme des étapes nécessaires avant d'atteindre le désert. Et le désert apparaît comme le véritable but de Foucault dans ce voyage. Et la Maroc, les montagnes, le préparent à ça. Et c'est d'ailleurs ce qui donne la cohérence à l'itinéraire de Foucault. Ce sont c'est cette recherche, l'atteinte du Sahara. Voilà. Donc je vous propose aussi de regarder un peu ce qu'il en est pour le désert et de l'attente de Foucault là-dessus. La première observation dans la reconnaissance au Maroc, c'est la disproportion des pages consacrées aux régions désertiques par rapport aux autres. Toute la région du Djebel Bani est beaucoup plus détaillée. L'oasis de Tissint, qui est pourtant dérisoire dans l'ensemble des villes qu'il traverse au Maroc, est l'objet
d'une description beaucoup plus détaillée, la plus longue de tout son récit au Maroc. Ça, c'est une première observation. La deuxième, je vous mets une photo du Djebel Bani. On aperçoit l'arête du Djebel Bani au fond et le mont Taïmzour. Le Djebel Bani, donc c'est je vous ai dit, une petite montagne, une arête rocheuse vraiment qui ceinture le sud du Maroc et qui sépare le Maroc montagneux du Maroc saharien. Et elle apparaît vraiment comme une frontière et Foucault, depuis le début, est très sensible aux zones de frontières, voilà, de passage entre deux espaces et deux types de nature différentes. Et donc ce Djebel Bani va le traverser à 10 reprises, donc à travers les Reneg, ces petits passages, les Tizi aussi, des petits cols qui fendent le Bani vraiment en deux. C'est-à-dire que quand on les traverse, il n'y a même pas à monter, l'arête s'arrête, l'arête rocheuse du Bani s'arrête et reprend après le col. Et donc il y a Foucault qui trouve voilà, en longeant le Bani, il a le goût d'aller et venir de part et d'autre de la partie saharienne, de la partie montagneuse. Et un autre fait aussi, ce sont alors peut-être que je pourrais, à moins que ce soit trop loin, les excursions, je crois qu'elle n'y est plus, mais les 3 excursions que Foucault réalise dans le Sahara. Donc il y en a 3 quand on reprend l'itinéraire. Alors je vais prendre la diapositive du début, on voit bien. Voilà. Où on voit ici Aka, ce qu'il appelle les Madères, enfin ce que Gandini appelle les Madères, ce sont la région de l'Ouadra, et Mremima. Et donc là, il y a 3 excursions dans le Sahara que Foucault fait, comme 3 tentatives d'aller à chaque fois un peu plus loin dans le désert, et puis il en est empêché, et puis c'était pas son intention de départ d'y aller. Mais on sent à ce moment-là quelque chose déjà à l'œuvre en lui, d'aller plus loin et de découvrir cet espace-là. Et elles apparaissent aussi comme 3 tentatives avortées d'aller plus loin. Voilà. Ce sont les seuls moments où à 3 reprises, voilà, il s'enfonce dans le Sahara. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les 3 zones les plus au sud de son itinéraire. Voilà, donc je reviens au Djebel Bani. J'ai mis là une photo de la maison de Foucault à Ticint, où je suis arrivé, moi, en mars 2018, donc après avoir traversé le désert de la Feija, donc qui sépare l'anti-Atlas du Djebel Bani. Et là, j'ai trouvé tout un collège qui était en sortie scolaire sur Foucault, dans la maison où Foucault avait séjourné. Avec, on voit un des professeurs qui tend le livre de Foucault en arabe. Donc je mets ça pour vous dire que c'est aussi la région, non seulement où Foucault a été le plus séduit et le plus attiré, mais la région où j'ai trouvé la mémoire la plus vivante du passage de Foucault. Et moi, j'arrivais par hasard, personne ne savait que j'arrivais ce jour-là, et il y avait tout un établissement scolaire qui était là. L'autre fait qui démontre que la séduction que Foucault a pour cette région, c'est un passage très curieux dans la reconnaissance au Maroc que je vais vous lire, et qui est connu, qui est souvent repris, qui est la seule envolée lyrique qu'on trouve dans la reconnaissance au Maroc. Il y a un petit passage où Foucault se lâche d'une certaine manière et se laisse aller à l'admiration qu'il a pour cette région. Donc je vais vous lire ce petit passage. Quand il est arrivé dans la région de Tanzida, donc une petite oasis qui est au pied du Bani, avant d'aller du côté du Sahara. J'arrive ainsi jusqu'au pied du Ksar, donc le village fortifié, et il m'apparaît tout entier, avec ses maisons de pisé blancs étagées au pied de la paroi luisante de la montagne, dont les roches polies miroitent par cette belle nuit. La lune, qui brille au milieu d'un ciel sans nuages, jette une clarté douce. L'air est tiède, pas un souffle ne l'agite. En ce calme profond, au milieu de cette nature féerique, j'atteins mon premier gîte du Sahara. On comprend, dans le recueillement de nuits semblables, cette croyance des Arabes à une nuit mystérieuse, Leila el-Qadr, dans laquelle le ciel s'entr'ouvre, les anges descendent sur la terre, les eaux de la mer deviennent douces, et tout ce qu'il y a d'inanimé dans la nature s'incline pour adorer son Créateur.
Et je vous assure que quand on lit le récit de Foucault au fil des pages et qu'on le prend comme guide avec tout le côté très pratique de Foucault, le côté très scientifique, parfois télégraphique dans le récit de Foucault, à dire ce qu'il voit à gauche, à droite, le nom du village, tel toponyme, telle montagne, tel oued. Quand on rencontre ce passage-là, on dit Foucault est touché, Foucault veut nous dire autre chose. Je ne sais pas si j'ai le temps pour continuer sur un autre aspect, mais pour continuer dans la description là, de cette partie désertique, en tout cas, c'est un moment où Foucault s'attarde sur la beauté des femmes qu'il rencontre là-bas. Il décrit leurs costumes, et c'est un élément aussi qu'il est bon de rappeler et qui est remarqué quand on lit le récit. Et ce qui est curieux quand il va faire ses excursions dans ces 3 endroits, notamment dans l'Oued Dra, c'est que le long de son chemin, il y a à ce moment-là plus tellement de faune, plus tellement de flore, plus tellement d'habitations humaines, plus tellement aussi d'éléments géographiques, physiques à décrire. Il dit le désert est là, indéfiniment jaune et plat, avec une sorte de pudeur, voilà, dans la narration qui apparaît aussi. Et on se dit, voilà, devant cet effacement aussi de la création, peut-être qu'il est porté aussi à penser à l'incréé, voilà, à ce qu'il y a quelque chose de plus spirituel, voilà, quand il atteint le désert. Voilà. Évidemment, Foucault ne l'évoque pas dans la reconnaissance. Il est très pudique. Son agnosticisme était notoire à cette époque-là. Donc il ne parle pas de ces questionnements-là qu'il a eus, mais il en fait part à Henri de Castres dans des lettres bien après la Reconnaissance, où il parle de cette admiration qu'il a eue aussi pour la foi musulmane et cette remise en question qu'il a eue de sa vie mondaine dans ces endroits-là. Peut-être que j'ai le temps je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais de simplement évoquer un autre type de fécondité que la démarche de Charles de Foucault a donnée sur la compréhension du Maroc. Elle est à propos des communautés juives qui vivaient là-bas. Donc peut-être que certains d'entre nous savons que le Maroc était l'un des pays du monde arabe et musulman, donc, qui n'était un des rares à ne pas être ottoman, mais aussi à abriter la plus forte communauté juive de la région. À l'époque de Foucault, ça pourrait être déjà 200 000 juifs qui vivaient dans le Maroc. Ils sont beaucoup plus nombreux donc, au moment de la fin du protectorat. Et Foucault, en étant dans la condition juive, est largement accueilli d'abord par les communautés juives. Tous les biographes l'ont souligné, un certain antisémitisme de Foucault était notoire à cette époque-là. Quand il était à Saint-Cyr, à Saumur, il avait un ami qui était d'un antisémitisme virulent. Et donc il a un regard sur les Juifs assez étonnant, très critique évidemment, très méprisant parfois, mais aussi qui va nous dire les réalités de cette condition juive au Maroc. Voilà. Et là, je vous parle d'une expérience que j'ai fait récemment, donc, en travaillant toujours sur ce livre, et d'avoir un moment à traiter ce rapport de Foucault aux Juifs. Il a des remarques absolument exagérées sur les Juifs, sur leur laideur, sur toutes les conditions de leur pauvreté qui seraient liées voilà, à leur judaïsme. Et de réaliser en fait voilà, la hargne qu'il y avait dans ces passages-là, qu'est-ce qu'elle servait en réalité, et il me semble que ça vaut le coup d'être rappelé. Pour ça, je vais vous lire peut-être ce que dit Foucault dans l'avant-propos, dans les premiers mots de la reconnaissance au Maroc. Donc il veut remercier tout le monde, tous les gens qui l'ont reçu. C'est le souvenir des hommes en qui j'ai trouvé bienveillance, amitié, sympathie, de ceux qui m'ont encouragé, protégé, aidé dans la préparation de mon voyage, dans son accomplissement, dans les occupations qui l'ont suivi. Les uns sont français et les autres marocains. Il en est de chrétiens, il en est de musulmans. Qu'ils me permettent de les unir en un seul groupe pour les remercier tous ensemble
et de les assurer d'une gratitude trop vive pour que je puisse l'exprimer comme je la sens. Et là, on réalise que Foucault ne nomme pas les Juifs. Où sont passés les Juifs? Ce sont eux qui l'ont accueilli partout. Il a été guidé par Mardochée, donc, qui est un rabbin, tout le long de son voyage. Et Foucault n'a pas un seul mot dans tout l'avant-propos pour David Ben Shimon, qui l'a accueilli à Fès, pour ceux qui l'ont accueilli à Tétouan. Un homme juif a risqué sa vie pour le sauver quand il était à Wawizert, dans le Moyen Atlas. À plein de reprises, Foucault doit tout à la protection de ces personnes juives. Il ne les mentionne à aucun moment. Donc, quand on relit l'avant-propos après avoir lu la Reconnaissance, on sent énormément d'aigreur et une méchanceté en fait, dans cet avant-propos où délibérément il les oublie. Et pour vous montrer, pour vous dire la clé qui me semble avoir trouvé un peu plus loin, donc vraiment à la toute fin de son récit, Foucault fait un petit appendice sur les Juifs et il raconte une soirée qu'il a probablement donc à Demnat, au pied du Moyen Atlas et au bord de la plaine du Haouz. Et il raconte une fête juive où des musiciens viennent. Et dans ces musiciens, c'est là que c'est intéressant, il y en a qui sont juifs et il y en a un qui est musulman. Et il va les décrire. Quel contraste entre ce pauvre chanteur musulman et les juifs qui l'entourent. Lui, beau, la figure éveillée, spirituelle, grands yeux expressifs, dents superbes, cheveux bien plantés, bien faits, souples, et quoique misérables, brillants de propreté. Eux, laids, à l'air endormis, presque louchants, boiteux ou borgnes, crevant de graisse ou maigres comme des squelettes, chauves, la barbe longue et crasseuse, mains énormes et velues, jambes grêles et arquées, pas de dents et même riches, d'une saleté révoltante. Donc je pense qu'il faut en rire de tout ça parce que tellement c'est exagéré et manichéen dans sa présentation. Et en fait, il m'a semblé dans ce passage qu'en fait Foucault, tout le long, parce que malheureusement des remarques comme ça, il y en a tout le long sur les Juifs dans la Reconnaissance au Maroc, et c'est important de le dire et de l'affirmer, et que ce soit aussi, que ça apparaisse dans les biographies de Foucault. Et en fait, on le voit qu'il s'en sert pour dire en fait derrière la beauté de l'islam, la beauté des musulmans qu'il rencontre en chemin. Voilà, il est touché plusieurs fois par cette espèce de dignité qui émane des musulmans qui le reçoivent, de la grandeur d'âme, de leur fidélité dans la parole donnée, dans leur façon de se tenir. Et donc, en fait, je crois qu'on peut beaucoup y voir le désir par là de mettre en valeur l'islam. Et de la même façon, dans l'avant-propos, quand il oublie les Juifs, il veut montrer qu'en fait, je reviens d'un pays musulman où j'ai été touché par la beauté de l'islam, touché par la beauté de cette foi musulmane, et ma reconnaissance, je la dois à eux. Et je pense que tout dans le récit sert à servir cette intention-là. Voilà. Fort heureusement, quelques années plus tard, Foucault s'est excusé du comportement qu'il a eu auprès de Mardochée en le regrettant notamment auprès de son neveu François de Bondy, dans une introduction qu'il lui fait à la Reconnaissance au Maroc, une introduction personnalisée, en lui disant qu'il a été injuste, profondément injuste avec Mardochée. Donc Foucault a clairement tourné la page après. Et l'ironie de tout ça, et peut-être sur la fécondité, je terminerai par ça, c'est que, en dépit de tout ce mépris qui apparaît tout le long de la reconnaissance au Maroc, et ce désir de mettre un peu de côté cette présence juive au Maroc qui l'a un peu embêté, parce que c'est pas ça qu'il venait voir, aujourd'hui, la plus grande fécondité, l'usage le plus grand qui est fait de l'œuvre de Foucault, c'est pour connaître et comprendre les conditions juives des communautés juives au Maroc. L'emploi qui est le plus fait de Foucault par les historiens récents sur le Maroc, c'est à propos des communautés juives. Voilà, donc j'y vois un peu d'ironie de Foucault, de voir que son œuvre, finalement, sert à connaître l'histoire juive et surtout à rétablir une vérité
voilà, qui est aujourd'hui peut-être une des plus grandes controverses dans l'histoire du Maghreb, sur voilà, les conditions de vie des communautés juives dans ce monde musulman avant l'époque coloniale. Et Foucault contribue énormément à rétablir cette vérité. Et j'ai emmené avec moi un livre de Georges Bensoussan récent sur les Juifs en pays arabe. Et la première source de cet historien, c'est Charles de Foucault, voilà. Qui est cité le plus souvent pour servir son histoire. Voilà, donc pour conclure donc cette approche donc de la reconnaissance au Maroc comme un moyen comme une porte d'entrée dans la vie de Foucault et comme un moyen de réunir ces deux aspects, ces deux figures de Foucault, il appartient de rappeler voilà, que c'est un moment fondateur et qui va contenir en fait toutes les grandes aspirations qui vont se déployer dans le reste de la vie de Foucault. Donc, cette découverte du désert, cette découverte de l'islam, cette expérience de la vulnérabilité, de la pauvreté, cette expérience aussi de l'abandon de son sort dans les mains d'autres personnes. Foucault a eu à acheter à chaque passage de tribu un zétat, un protecteur qui devait le protéger ou non. À plusieurs reprises, il a été aussi trahi. Donc l'expérience de l'abandon. C'est aussi l'expérience de la religion qui fait irruption dans sa vie et à un moment où il l'avait chassée, voilà, par cette séduction de l'islam exercée sur lui. Au retour de son expérience au Maroc, Foucault va louer un appartement rue de Miromesnil. Et bien avant donc, ce matin d'octobre 86 où il se convertit auprès de l'abbé, où il fait un geste de conversion auprès de l'abbé Huvelin dans l'église Saint-Augustin à Paris, en fait Foucault vivait déjà radicalement différent. On sait qu'il se vêtissait chez lui d'une gandoura, qu'il dormait par terre dans sa chambre, à même le sol. Et tous ces changements-là de vie ont eu lieu bien avant ce moment de conversion que beaucoup de biographes, dans une logique un peu d'hagiographie, ont voulu présenter comme très radical et très décisif. En fait, il est beaucoup plus long. Et malgré tout ça, en fait, malgré tout cet intérêt du Maroc pour comprendre Foucault, le Maroc l'expérience marocaine a été très négligée dans toutes les biographies de Foucault. Donc, en lien à ce que je vous ai expliqué au début de cette historiographie, de ces étapes dans l'historiographie. Et donc, la dernière biographie en date là, de Sourisseau rétablit un peu un équilibre là-dessus. René Bazin y consacrait quasiment un quart de son ouvrage à cette partie marocaine de la vie de Foucault. Voilà, je vous ai dit, dans des biographies récentes, c'était même pas une page sur 200. Et voilà, il y a une sorte de rééquilibrage qui s'opère aujourd'hui et je fais le vœu peut-être que le prochain biographe arrivera comme Bazin à tenir voilà, ces deux dimensions de Foucault, celui de l'explorateur, du géographe, en même temps que de la figure spirituelle, parce que, comme on vient de le voir, Foucault a vécu les deux ensemble au Maroc et les a déployés ensemble après. Et pour moi, voilà, cette conférence, c'est aussi l'occasion de redire ma reconnaissance au Maroc et à la terre marocaine et au peuple marocain qui m'a très bien accueilli. Et c'est aussi, d'une certaine façon, une forme de fécondité de la reconnaissance au Maroc. Voilà, de m'avoir conduit là-bas et de m'avoir conduit à rencontrer les gens que j'ai vus là-bas. En fait, la fécondité de la reconnaissance au Maroc, c'est aussi ce qu'on en fait aujourd'hui et l'usage qu'on choisit d'en faire. Voilà, des jeunes Marocains aujourd'hui dans la région du Bani disaient qu'ils connaissaient l'histoire de leur tribu, de leur village, de leur oasis, par Foucault en partie, et par les détails que Foucault leur a donnés. Et je remercie aussi la Société de géographie de m'avoir soutenu au moment de cette expédition, et donc en particulier de M. Antoine Bernier. Je vois qu'il a été inscrit depuis ici, qui est décédé depuis, et qui avait permis mon voyage là-bas. Et voilà, sans qui je ne l'aurais pas fait. Et merci pour votre écoute. Voilà.
nous donne une autre image de Foucault, avec ce que vous nous avez dit, et notamment cet aspect du méprise quelque part des Juifs, alors qu'il prend la vie de Juif pour faire ce dérive. C'est un peu le paradoxe. Bon, enfin, j'imagine que peut-être parmi vous, vous n'avez pas cette image-là de Charles Foucault. Y a-t-il des questions, j'imagine, suite à cela, pour notre conférence publique? Merci. Alors, je vais passer par là parce que je ne vais pas bousculer le matériel. Si vous pouvez bien passer le micro dessus, parce qu'il y a un souci. À plusieurs reprises, au moins deux reprises, Je vous propose. Et c'est vert? C'est bon. On échange le... Ouais. Bon, après, on peut parler fort le temps des questions. Ah oui. Oui. À plusieurs reprises, il parle de construction faite par des chrétiens. Oui. Et de qui s'agit-il? Oui, effectivement. Il y a une partie où il faut le mettre près. Là, vous m'entendez. Une partie où Foucault parle même de grottes, justement pas loin du Sirois. Là. Donc après le Moyen Atlas, il parle de grottes dans la montagne que les... Trop près du micro. Moins près, ok. C'est la soirée. Et Foucault relève la tradition que les gens de là-bas parlent d'une présence chrétienne, que ces grottes-là dateraient d'une présence chrétienne. Et c'est assez fréquent que la culture berbère affecte à une présence chrétienne certains vestiges. Moi, dans ce qu'on appelle la boutonnière de Taznart, pareil, il y a un endroit perché en haut d'une montagne, et les gens me disaient oui, les chrétiens vivaient là avant. Ça paraît très fantaisiste, et je crois que ça a été peu étudié, sauf peut-être dans une histoire marocaine de Daniel Rivet, il l'évoque à un moment, et je crois qu'il fait un rapprochement avec Saint-Augustin par rapport aux grottes, à ces fameuses grottes. Saint-Augustin qui lui aussi qui parle de chrétiens et d'existence de grottes à son époque. Donc est-ce qu'il y en aurait eu au Maroc? Chrétiens, mais autrefois, parce que je sais que les archéologues ont déterminé que jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, il y avait encore des villages chrétiens dans l'Atlas. Ah oui, mais pas au Maroc. Dans la partie... peut-être alors, mais je sais qu'en tout cas en Algérie, c'est vrai, jusqu'au XIIe siècle, on connaît dans la région de Bougie des villages chrétiens. Et une autre chose qui me fait penser à ça, Foucault en parle aussi au niveau de Srou, au sud de Fès. Il parle d'une tribu, les Bahlil, qui était tenue pour des chrétiens autrefois. Moi, quand j'ai demandé, on me disait que Bahlil voulait dire idiot, bête. Et que, voilà, donc je ne sais pas comment Foucault a fait ce rapprochement-là, mais je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, aujourd'hui, les Marocains même que je rencontrais me donnaient une autre explication à ça. Voilà. Oui, autre question. Ça ne marche pas? Ah, j'en sais rien. Lorsque Foucault a appris l'arabe et Non, ça l'hébreu... marche pas. Si, c'est allumé. Ben oui, mais ça, on n'entend pas. Il faut parler d'un peu plus près, peut-être. Lorsque Foucault a appris l'arabe et l'hébreu, Oui. est-ce qu'il avait déjà l'intention de prendre l'identité juive? Et quelle drôle d'idée pour visiter le Maroc, hein? Oui. C'est une question évidemment... c'est étrange, je disais qu'il était... pas admis. Oui. Donc on me demande, lorsque Foucault prend l'habit juif pour visiter le Maroc, quelle drôle d'idée, pourquoi il fait ce choix-là? Évidemment, donc je disais, c'est le premier à le faire, et les quelques explorateurs, Rolf, Lenz, René Caillé,
qu'on voit en médaillon aussi, tout ceux-là ont choisi de se faire passer pour musulmans. Mais ça n'a pas été toujours très... Ça s'est pas toujours... D'ailleurs, l'intégralité ont été reconnus à un moment donné comme non musulmans. En fait, en se faisant passer pour juif, Foucault évite d'être présenté systématiquement aux autorités comme un grand voyageur et à se mettre sous le regard de tout le monde. Et donc à devoir être extrêmement bien rodé dans son... comment dit-on dans son rôle voilà, de musulman. Et donc c'était plus risqué. Et il a remarqué qu'il avait un intérêt aussi à être juif en étant méprisé, non regardé. Et c'est aussi tout l'intérêt de ce que je voulais dire dans sa démarche, par des regards en biais, par un regard à côté du Maroc. La reconnaissance au Maroc est intéressante. Ce qui nous livre comme image du Maroc, c'est celle d'un regard en biais. C'est pas quelqu'un qu'on a présenté au caïd à chaque fois et qu'on a dit voilà ma région, voilà ce qu'il faut voir, voilà le château. Non, c'est un juif qui marche et qui accède à ce qu'il peut. Souvent dans les caravanes, il est mis à l'arrière, en dernière place, et il est ravi lui. Il a son petit carnet minuscule dans lequel il compile ses notes et il n'est pas regardé par les gens et ça lui permet de faire son travail. C'est plus discret. C'est plus discret, ouais. Et je crois que Sylvain Tesson parle de ça, qu'on saisit mieux le monde à la dérobée, voilà, par des regards en biais. C'est exactement ce que Foucault vit. Quand il va regarder les musulmans, il va les regarder de loin, voilà, sur les marchés, ou alors comme un objet de mépris. Et ce regard d'en bas ou de côté, je trouve en géographie, c'est hyper intéressant. Voilà. Autre question? Oui. Pardon? Vous avez parlé à plusieurs reprises du contexte dans lequel il a pu développer. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça? Oui, je vais répéter la question. On me demande donc, il a été dit que Foucault a mis sa vie en jeu en allant au Maroc, et comment? En fait, dès le début, Foucault a voulu rentrer par l'Algérie, donc en arrivant par Tlemcen dans le Djebel Rif, et très vite, en fait, en arrivant de là, il sait qu'il va être reconnu comme un Français déguisé en juif venant d'Algérie, c'est trop gros. Donc déjà, dès le début, il sait qu'il est facilement reconnaissable. Donc il passe par Tanger, où il est moins reconnu. Et les moments où il met concrètement sa vie en jeu, donc je l'ai dit vite fait, ce sont des tentatives d'assassinat. Les premières sont dans la première qui est dangereuse, c'est dans la région de l'Ouadabid, donc dans le Moyen Atlas, où il quitte la ville de Ouawizert et la caravane de juifs avec qui il marche va le vendre, va le dénoncer à la tribu des Haït Sedrat, si je me souviens bien, qui est le territoire d'après, pour le piller. Voilà, parce que Foucault voyage avec énormément de bagages, de pacotilles, de cadeaux à faire. Au début, il s'était fait passer pour médecin, et donc il avait aussi beaucoup de bagages avec ça. Et donc il y avait aussi des rumeurs qui couraient. Il y a un moment où on croit qu'il est cousu d'or, voilà. Et donc dans cette région-là, il est sauvé par son protecteur musulman qui entend le complot des membres juifs de la caravane qui veulent le vendre. Et donc, quand il aperçoit les cavaliers Haït Sedrat, ils ont le temps de fuir vers Beni Mellal. Foucault le raconte en détail. Un autre endroit où Foucault risque sa vie, c'est quand il est avec son protecteur Bou Bourhim, donc du sud, du Djebel Beni. Et cet homme-là va l'accompagner pendant plus de 3 mois jusqu'à Mogador, donc l'actuel Essaouira. Et là, à un moment, le protecteur passe dans le territoire d'une tribu ennemie. Il est reconnu, il est poursuivi, donc Foucault raconte la poursuite, il le voit détaler à toute allure, et ils ont le temps de se mettre à l'abri dans une maison fortifiée pas très loin. Voilà, là, il manque d'être assassiné. Une 3e fois encore, dans la région de Debdou, où là, il est trahi par son protecteur, qui l'arrête une fois qu'ils sont dans un lieu isolé, et donc il le met en joue pour le tuer, voilà, et là Mardochée intervient
Et là, il va vivre 2 nuits d'affilée. C'est une expérience importante de Foucault où il est ligoté et on va discuter une nuit entière, la première nuit en tout cas, de son sort. Là, après, il est finalement libéré. Et donc là, pendant cette nuit-là, il sent que sa vie est en jeu, voilà, concrètement. Mais globalement, la condition juive au Maroc que Foucault nous livre montre qu'à n'importe quel moment, un caïd musulman peut exécuter en pays Bilad es-Siba surtout, un juif pour une raison moindre. Dans la région de Demnat, il dit que le musulman doit juste s'amender d'une somme de 30 francs, l'équivalent de 30 francs, pour le meurtre d'un juif. Donc voilà. Et les juifs ont un état, en fait, c'est assez proche d'un état de servage. Ils sont considérés comme des serfs, propriétaires d'un seigneur, et ils peuvent être poursuivis. Ils n'ont pas le droit de quitter le territoire de leur seigneur. S'ils le quittent, ils sont poursuivis. Ils peuvent être vendus, c'est très courant. Foucault voit des marchés aux esclaves au Maroc et tout ça. Les juifs peuvent être vendus, rachetés. Ils peuvent acheter leur liberté. Voilà. Pour comprendre la situation juive au Maroc, Foucault, le livre de Foucault est super. Parce que, d'ailleurs, du fait de son mépris et de sa distance, quand il raconte leur réalité, il ne le fait pas du tout avec empathie ou il ne va pas exagérer leur malheur, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ça répond à la question? Il y a autre question? Si vous voulez bien passer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En fait, je me suis baladée dans un certain Sahara, du côté de Djanet, à une époque où, quand vous étiez avec les Touaregs ne parlant pas leur langue, ils essayaient de me décrire le chemin devant nous. Le chemin qu'ils allaient prendre. Ah oui. Et en fait, ils ne me disaient pas le pic du Midi. Il me disait, là-bas, c'est la montagne des démons. Nous allons prendre le chemin des étoiles. Donc la question que je voulais vous poser, dans ces atlas, quelles sont les descriptions des autochtones pour décrire le chemin qu'on emprunte tous les jours ou régulièrement? Aujourd'hui. Oui, pour moi ou pour vous? Quand vous y étiez. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vous disent pas c'est le moyen atlas, j'ai compris, Ouais. mais ils disent peut-être c'est la route avec la grosse pierre. Oui. Vous voyez? Ouais. C'est ça que je veux savoir. Oui, d'autant que je me suis perdu souvent, donc comment le chemin m'était indiqué, c'est intéressant. Souvent, je m'adressais plutôt aux hommes, parce que c'est plus simple, comme globalement dans la culture marocaine. Aller m'adresser à une femme isolée, c'est parfois mal vu. C'est plus facile pour moi de parler aux hommes et Oui. aux femmes. Oui, quand on est une femme, sans doute, on a moins cette difficulté-là. Ouais. Moi, si je pouvais parler à une femme, il fallait qu'elle ait, voilà, c'est mieux qu'elle ait son fils, un homme à côté, quoi. En tout cas, dans les campagnes. Et là, après, le chemin, j'étais quand même assez surpris parfois du côté très vague. Enfin, mais c'est le cas en France. Je marche aussi en France. Les gens, parfois, ne connaissent très mal la région dans laquelle ils vivent. Et s'il y a un élément particulier, je me rappelle des expressions Nishen en berbère où il disait comme on dirait nous, tout droit, là-bas tu prends à droite. Est-ce qu'il y a un élément toponymique qui ressortait? Les ouades, peut-être beaucoup, énormément, parce qu'une rivière, elle nous donne une direction très sûre, même asséchée. Et un ouad, c'est une direction sûre, et puis on suit la verdure, quoi, globalement. Oui, je dirais l'ouad, l'hydrographie. Je réfléchis en parlant, excusez-moi, mais je pense aussi aux citernes d'eau dans les parties désertiques. On me disait, là, il y a telle citerne. Et il y a des étapes que j'ai dû reconnaître, préparer un jour avant, pour aller m'informer auprès des gens du village,
pour être sûr que vous me dites bien qu'il y a une citerne d'eau à cet endroit-là. Voilà. Bon, ça m'arrivait 2 fois. Et puis les puits, évidemment. Je dirais que l'hydrographie, dans un pays, dans la partie du sud en tout cas où il y a peu d'eau, c'est vraiment l'élément significatif d'un paysage. Ouais. Il y a autre question? Il parle souvent, on voit très souvent dans son livre le mot haratin. Oui. Est-ce qu'il définit un petit peu, est-ce qu'il explique un peu la condition des esclaves? Oui. Au lieu de qui avait été captés en Afrique. Ouais. La classe qu'on voyait là tout à l'heure, ce sont quasiment tous des haratines, ouais, dans cette région-là. Donc les haratines, ce sont des descendants d'esclaves. À l'époque de Foucault, ils étaient déjà descendants d'esclaves, la plupart. Ils n'étaient plus esclaves eux-mêmes. Ouais, déjà à l'époque de Foucault. Et donc, c'est très frappant quand on est au Maroc, parce qu'au moment où on traverse le Djebel Bani, tout d'un coup, on passe parfois de villages où tout le monde est blanc à tout le monde est haratine. Donc, on sent qu'il y a une transition. Et Foucault, c'est une très bonne question, il en dit énormément de bien. D'abord, il trouve les femmes haratines magnifiques et il en fait une petite description. Il les loue pour leur côté laborieux. Quand il arrive à Tissine, qui est une ville où 90% de ces chiffres de la population est haratine, il dit que c'est une merveille au milieu de l'ignorance générale, qu'ici il voit des gens instruits, des imams cultivés, où les gens savent lire, écrire. Donc il dit énormément bien. Le côté laborieux revient. Il est vraiment frappé par le travail de la terre dans les milieux oasiciens et dans les mahaders de l'Ouadra, par les haratines. Est-ce qu'il évoque le mépris des haratines? Pas tellement, parce qu'ils sont l'objet d'un mépris des tribus arabes, les Ida Oublal dans la région. Les Ida Oublal, toujours d'ailleurs, qui nomadisent encore parfois là-bas, sont des Arabes et se distinguent énormément des haratines. Ouais. Les haratines parlent le chle, donc une langue tachaléite ou parfois tamazirt, et donc se considèrent comme berbères, énormément. Ouais. Alors qu'ils ne le sont pas, ils sont issus du commerce esclavagiste, donc d'Afrique subsaharienne, et ils ont été intégrés par le peuplement berbère. Ouais. Parce qu'ils ont été accueillis dans le monde sédentaire. Le monde sédentaire au Maroc, ce sont les berbères. Alors que les Ida Oublal, qui étaient arabes, nomadisaient. Voilà. Il y a autre question? Oui. Au cours de votre conférence, monsieur, vous avez évoqué plusieurs livres. Vous auriez à conseiller pour un jeune de 18 ans aujourd'hui 1 ou 2 livres principaux qui, d'après vous, ménagent un petit peu les 2 parcours que vous avez bien isolés. Qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil? Alors, il y en a plusieurs quand même qui sont bons. Hein. Il y a le plus complet et le plus sophistiqué sur Foucault, c'est le dernier de Pierre Sourisseau, qui est quand même l'homme Sourisseau. Donc Charles de Foucault, biographie, c'est le titre. Et qui est de loin le plus complet, et c'est, je crois, le plus bon connaisseur de Foucault pour la vie entière. Et puis un petit livre qui est plus littéraire et qui m'a beaucoup plu, c'est celui de François Sureau, qui vient de rentrer à l'Académie française, et qui s'intitule « Je ne pense plus voyager », ou La mort de Charles de Foucault, et qui est très beau, très bien écrit, et que je trouve très juste. Ça fait 2, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que fait Jean Edernalier? Et alors il y en a un autre, il y a une autre biographie de Jean Edernalier, L'Évangile du fou, qui est, moi je trouve très bien écrit aussi, c'est un génie cet écrivain je pense, mais qui est complètement fantasque sur Foucault, quoi. Voilà, qui n'est pas du tout fiable pour lire Foucault. Et voilà, c'est romanesque. C'est complètement romanesque, et puis Jean Edernalier dit ce qu'il veut et il part dans tous les sens. Voilà. Mais c'était son genre. Ouais. Oui, moi je trouve ça bien écrit, et puis c'est drôle parfois. Jean Edernalier parle pas mal du Maroc, de ce que Foucault aurait pu vivre au Maroc. Il en fait un débauché fini partout, mais c'est complètement inventé. Tout est inventé, c'est un roman sur Foucault. Voilà, il y en a eu un autre récent
qui s'appelle Mardochée, qui est plus centré sur le guide de Foucault, écrit par Kabir Ami, un écrivain marocain, mais qui, pareil, est complètement romanesque et qui véhicule beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs sur Foucault. Voilà. Autre question? Eh bien, écoutez, si vous avez plein d'images du Maroc dans la tête et que vous avez poursuivi le grand parcours de Charles de Foucault à travers ce magnifique pays, il faut le dire, nous avons eu la chance, avec des collègues, de parcourir une partie de ce Maroc avec nos étudiants. Et je crois qu'ils en ont eu également un souvenir absolument émerveillé. Donc je vous laisse avec ces images et je vous souhaite une très bonne soirée. Et j'aurai ensuite à vous dire le prochain rendez-vous, mais je passe la parole à notre président. Merci Micheline, merci à tous d'être là, merci à François de nous avoir consacré encore une fois de son temps. Donc pour le bicentenaire de la Société de Géographie, nous avons publié 3 livres, je vous en donne 2, dans lesquels il est question d'Hubert Foucault d'ailleurs, dont je rappelle tout de même que c'est le premier membre de la Société de Géographie à être canonisé. Bon, alors, il y en aura d'autres bientôt, et certains sont dans cette salle, mais ça mérite d'être dit. Alors peut-être qu'il faut faire une plaque des 5 membres de la Société de Géographie, les anciens, et puis cette plaque, comme celle des 11 élèves, pourra s'allonger au fil des années. Merci beaucoup.